Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons bien sûr de justice fiscale. Mais avant, permettez au nom de toute l'équipe de Tax Justice Network de vous adresser nos vœux les meilleurs pour l'année 2021. Une année qui sera une année de relance. Je rappelle qu'au cours de l'année 2020, les gouvernements ont été secoués par la pandémie de coronavirus. Mais on a appris récemment qu'au contraire de ce qu'on a pensé, seulement 5% des engagements budgétaires supplémentaires ont été affectés aux questions de santé. Nous avons discuté de ces questions de Covid, de relance, de justice fiscale avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC, une organisation de la société civile basée au Cameroun qui se bat pour le développement endogène en Afrique. Aussi, nous allons revenir sur les questions de la distribution des revenus miniers. Publish What You Pay Cameroun a publié un rapport dessus et les découvertes sont plutôt intéressantes. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page de podcast de Tax Justice Network de taxcast.net ou encore aller sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, allez sur notre page Twitter #impotsocial ou notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Et enfin, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse email impôts-social@outlook.fr. Voilà pour les en une. À tout à l'heure pour les détails. Madame, Monsieur, je le disais en une, l'année 2020 a été marquée par la Covid et son lot de conséquences aussi bien sanitaires que sur le plan économique. Et on a vu les gouvernements du monde réagir. Selon le Fonds monétaire international, 14 000 milliards de dollars supplémentaires ont été dépensés par les budgets des États. Mais à la grande surprise, seulement 5,2% de ces engagements supplémentaires ont été effectivement accordés dans le cadre de la riposte sanitaire. Le reste est allé pour rassurer les marchés, pour rassurer l'économie. Nous attendez. Nous avons discuté de ces questions de justice sociale, de justice fiscale avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, une organisation membre de Tax Justice Network Africa. Il a accepté d'interagir avec nous. Écoutez l'interview que j'ai eue avec lui. Merci Jean Bala, merci de participer à cette première édition du podcast Impôts et Justice Sociale de l'année 2021 qui parle de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Nous allons commencer avec un petit aperçu de ce qui s'est passé en 2020. Il y a eu la Covid-19, tout le monde s'est focalisé pour régler ce problème finalement même en Afrique. À votre avis, comment est-ce que vous percevez l'impact de la Covid-19 sur la justice fiscale et la justice sociale sur le continent? Merci Louis, c'est toujours un plaisir d'intervenir dans ton podcast, encore plus que nous sommes à la première édition à 2021. Donc, quel est notre regard et notre perception sur la Covid-19 sur l'année 2020 en rapport avec la justice sociale et la justice fiscale? Il faut dire que comme nous le connaissons, la Covid-19 a impacté le monde entier. Et ça, il faut se le rappeler. Et en le rappelant, ce n'est pas tout simplement parce que nous en faisons, je dirais, une rengaine, mais en réalité, c'est pour apprécier l'ampleur de cette pandémie au niveau national et au niveau international. Il faut dire que la pandémie a eu des conséquences terribles sur le plan social, au point que toutes les normes établies ont été complètement bouleversées. Et je dois le dire, nous qui nous battons sur les questions d'inégalité, sur les questions d'injustice fiscale,
Là-dessus, nous avons véritablement connu un déséquilibre encore beaucoup plus profond par rapport à ce que nous vivions déjà au départ. Je dois le dire que Oxfam vient de publier un rapport sur les inégalités mondiales à ce jour, et à travers ce rapport, on comprend très bien que l'année 2020 a été une année avec un impact négatif sur le plan social et davantage sur le plan économique, et où particulièrement les questions de la fiscalité ont été complètement bouleversées, dans ce sens que l'inégalité ou l'injustice fiscale s'est davantage accrue au cours de l'année 2020 dans la recherche d'un équilibre à rétablir par rapport à ce que les multinationales ou les sociétés, les grandes sociétés, et pourquoi pas même les PME au niveau national ont connu. Et à cet égard, il n'y a pas eu de parade à l'instant qui pouvait véritablement maintenir le peu d'équilibre que l'on pouvait imaginer dans les années antérieures. Donc pour nous, il y a eu véritablement un choc, et un choc extrêmement négatif sur le plan social et sur le plan particulièrement de la justice fiscale. Alors, on parle beaucoup de Covid, mais on oublie parfois de dire que l'année 2020 a aussi été celle du tout premier rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, produit par Tax Justice Network et Global Tax Alliance, en même temps qu'une autre organisation. On retient que l'Afrique, particulièrement l'Afrique, parce que beaucoup de pays ont perdu de l'argent, mais l'Afrique a perdu un peu plus de 25 milliards de dollars chaque année du fait de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale des personnes les plus riches. Comment est-ce que vous avez reçu cette actualité qui finalement n'a pas été médiatisée et qui pourtant est très importante sur le continent? Oui, il faut dire que, comme on peut le relever, en situation de crise, il y a toujours, j'allais dire, une mise en place d'un certain nombre de réflexes ou un certain nombre de pratiques qui viennent davantage déséquilibrer ce qu'il était déjà avant. Et ça, comme vous le dites si bien, les multinationales qui sont des entités bien structurées, je dirais en Europe, et particulièrement en Afrique, où nous avons quelque peu un déséquilibre dans la structuration, dans l'organisation, dans les fondements même des structures au niveau africain, se retrouvent complètement désemparés. Et bien évidemment, le message ou la conclusion qui a été tirée par Tax Justice Network sur l'état de la justice fiscale au monde, et particulièrement en Afrique, ne peut être que déplorable, dans ce sens que, bien évidemment, les chiffres sont des estimations, mais on peut imaginer que ça va au-delà de ce montant que Tax Justice Network a présenté. Et pour nous, on peut dire que nous n'allons pas rester sur une situation j'allais dire, de naufrager mais nous devons nous ressaisir pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Et pour nous, j'allais dire que la crise constituerait aussi une opportunité pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut redresser la situation. Je rappelle que les États africains ont engagé sur leur budget propre l'équivalent de 44 milliards de dollars. C'est à la fin septembre. Ce sont des chiffres de la Commission économique pour l'Afrique. Ils ont mobilisé cet argent pour en réalité protéger le périmètre sanitaire des pays les plus riches. Parce que la Covid, à la base, c'est une maladie qui est venue des pays les plus riches. Et même qui a fait des ravages dans les pays les plus riches, ce qui est dommage. Mais on a obligé à l'Afrique d'utiliser une partie de son budget, 44 milliards de dollars, pour apporter une réponse juste pour protéger les frontières sanitaires des pays développés, alors que l'Afrique continuait de mourir de tuberculose, de typhoïde et des maladies comme le paludisme. Mais revenons encore sur la justice fiscale. La CNUSET, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, a produit un rapport qui rejoint le vôtre, le CRADEC, celui que le CRADEC a produit au Cameroun, notamment le centre régional endogène pour le développement communautaire en Afrique et tout le reste. Vous et la CNUSET sont tombés d'accord sur des rapports différents que le commerce international fait perdre de l'argent à l'Afrique. Et aujourd'hui, on demande aux Africains de relancer leur économie par le commerce. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la suite de cette situation ? Oui, comme vous le dites bien, le CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène, a publié une étude en septembre 2020
sur les flux financiers illicites dans les échanges commerciaux au Cameroun, plus particulièrement. Et au même moment, la CNUSET publiait son rapport sur les échanges commerciaux au monde et en conséquence les flux financiers illicites qui importent. Et bien évidemment, on arrive aux mêmes conclusions que le commerce international est un grand couloir des flux financiers illicites et l'image du Cameroun ou alors les chiffres du Cameroun révèlent que de 2017 à 2018, le Cameroun a perdu 31,5 milliards de dollars. 2007 à 2018. Oui, 2017 à 2018. 2007 à 2017, pardon. Oui, 31,7 milliards, ce qui représente un chiffre énorme quand on regarde la situation dans laquelle le Cameroun se retrouve en situation de recherche de financement pour le financement des objectifs de développement. Donc pour nous, le commerce est un secteur qu'il faut absolument surveiller désormais pour que, évidemment, dans la situation des pays africains et du Cameroun, en termes d'exportation de matières, des ressources premières, que ces matières premières bénéficient de la valeur juste économiquement et financièrement parlant que nous attendons. Donc, on ne peut pas, se défaire du commerce international, mais au contraire, il faudrait que nous mettions en place, qu'on développe des mécanismes de pouvoir surveiller les échanges commerciaux que nous développons avec nos partenaires et qui, pour nous, en réalité, ne constituent pas le véritable levier, ne constituent pas le potentiel que nous devions normalement avoir à partir des ressources premières, matières premières. L'Afrique perd 25 milliards de dollars chaque année pour la fraude fiscale des entreprises multinationales et des personnes les plus riches. Elle perd aussi des bases imposables importantes en raison des discrepancies, comme on dit, des disparités dans les chiffres du commerce international. Au final, cette Afrique est obligée de s'endetter. Dans le cas du Cameroun, qui est votre pays, le budget de l'État de 2021 prévoit 27% des ressources qui seront collectées pour rembourser de la dette. En plus, on ne paye pas les impôts, on nous oblige à nous endetter et nous devons utiliser des ressources que nous avons travaillées nous-mêmes pour rembourser de la dette. Quel sentiment cela procure chez vous ? Un sentiment d'injustice parce que nous y sommes, un sentiment d'inégalité profonde et à cet égard, je crois que nos dirigeants africains, camerounais doivent être beaucoup plus attentifs et écouter, par exemple, les messages que les organisations de la société civile développent pour aller dans le sens au niveau national. Par exemple, nous disons qu'il nous faut absolument une stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites. Nous sommes en pleine période de réforme des finances publiques au Cameroun et il est question aujourd'hui que le gouvernement camerounais prenne des mesures fortes, prenne des dispositions de manière à pouvoir contrecarrer tous ces phénomènes. Vous parlez de la dette. En réalité, si nous comparons ce que nous venons d'évoquer comme des chiffres issus des flux financiers illicites et la dette, on voit très bien que les 31,5 milliards que nous venons d'évoquer représentent à peu près au moins 1,5 fois la dette du Cameroun sur la même période. Donc en réalité, on voit très bien que l'économie nationale peut bien générer de l'argent qui nous permettrait de financer sans véritablement nous endetter. Et là-dessus, je crois que nous comprenons qu'il y a une certaine duperie, une exploitation outrée de nos petites économies ou alors potentiellement à même de pouvoir financer nos objectifs de développement durable. Je vous remercie, Jean Bala. Je rappelle que pour cette année 2021, le CRADEC a un vaste programme, toujours en cohésion avec Tax Justice Network et d'autres partenaires. Nous espérons que vos travaux vont aussi être mis en exergue dans le cadre de Tax Justice Network, qui n'arrête pas de travailler pour apporter plus d'éclairage en matière de justice fiscale, en matière de justice sociale. Je vous remercie beaucoup. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour une meilleure justice fiscale et sociale en Afrique. Je vous remercie, Idriss, et nous restons tout à fait disponibles à apporter notre contribution, y compris sur les combats que mène Tax Justice Network, sur tous les outils qui ont été mis en place, où nous voulons véritablement nous appuyer pour lutter contre les flux financiers illicites, briser toutes les barrières que nous avons au niveau de la transparence financière, et ainsi de suite. Je crois que nous faisons bon chemin ensemble. Merci, Jean. Merci, Idriss.
La deuxième articulation de ce podcast parle du partage des bénéfices miniers. Publish What You Pay Cameroun, l'organisation Publiez ce que vous payez, a rédigé un rapport sur le partage des bénéfices miniers qui gagnent sur les ressources minières du Cameroun, les entreprises partenaires ou bien l'État et ses populations. Berlin Dogmo est le secrétaire exécutif de cette organisation. Il a accepté de partager avec nous le contenu de leur recherche. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui. Monsieur Bernard Dogmo, vous êtes le secrétaire technique de la coalition Publish What You Pay, Publiez ce que vous payez. C'est une organisation qui travaille essentiellement à la traçabilité des transferts qui ont été faits dans le cadre des secteurs économiques, notamment le secteur minier. Et vous venez de terminer une étude sur la traçabilité des transferts, notamment au niveau des entités décentralisées au Cameroun. Et la conclusion évidente qui est apparue de ce que vous avez collecté, c'est qu'il y a une opacité totale. Est-ce que vous pouvez, en quelque sorte, résumer l'opportunité de cette étude et les grandes conclusions auxquelles vous êtes parvenu? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette étude que Publish What You Pay Cameroun a réalisée. L'opportunité, c'est déjà que les transferts infranationaux sont constitués des impôts locaux que le gouvernement collecte et a pour mission ou bien doit reverser entièrement aux collectivités territoriales décentralisées. Mais nous avons constaté que ces impôts sont effectivement collectés, mais ne parviennent pas toujours aux ayants droit, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons voulu, dans le cadre de cette étude sur la traçabilité de ces transferts, comprendre quels sont les goulots d'étranglement qui sont à l'origine de ce manque de transferts effectifs de ces transferts infranationaux. Globalement, nous avons constaté un certain nombre de goulots à deux niveaux, au niveau du ministère des Finances. D'abord à la DGI, à la Direction Générale des Impôts, où effectivement toutes les opérations sont réalisées. À ce niveau-là, nous avons identifié plusieurs poches. C'est d'abord la question de la saisie des données. C'est-à-dire que les transferts, les informations ne sont pas toujours disponibles. Donc, une collectivité territoriale décentralisée ne peut pas savoir exactement ce qu'elle attend et où trouver l'information réellement sur ce qu'elle attend recevoir. Ça, c'est au premier niveau. Deuxième niveau, c'est le transfert effectif. Tout l'argent qui est collecté par la Direction Générale des Impôts doit être reversé totalement à la Direction du Trésor. Et c'est à ce niveau que se trouve un problème. Nous avons identifié deux niveaux de problème là-bas. C'est que l'or collecté par le CAPAM n'a jamais fait l'objet d'une redistribution. Nous rappelons que à ce niveau, le Cameroun a innové en faisant ce qu'on appelle la collecte des impôts en nature, le prélèvement des impôts en nature. Cet impôt doit, généralement prélevé en or, doit être reconverti en argent et c'est le fruit de cela qui doit être reparti. Malheureusement, le Cameroun n'a pas encore, depuis des années, nous parlons là depuis 2015, fait cette redistribution. Donc voilà le premier niveau de goulot qui est. La seule chose, c'était il manquait l'instruction, une simple instruction de la direction du Trésor pour demander aux comptables de comptabiliser et de reverser cet argent dans les comptes des collectivités territoriales décentralisées. Ça n'a jamais été fait. Heureusement, il y a de cela, le 1er novembre, il y a eu une telle décision après plusieurs années de plaidoyer. Cette décision, mais il reste un autre pas à faire. Il faut effectivement transférer cet argent.
Ça, c'est un premier niveau. Cette redistribution n'a jamais été faite. Deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de traçabilité. Au niveau des comptes ouverts par l'État pour les collectivités territoriales décentralisées, c'est un fourre-tout, un compte fourre-tout où on y met tout ce qu'ils appellent les impôts affectés. Et Dieu seul sait combien d'impôts ont été regroupés et collectés et doit être reversés aux collectivités territoriales. Lorsque vous lisez les comptes, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun libellé qui définit clairement la provenance des fonds qui sont transférés aux collectivités territoriales décentralisées à travers leurs comptes. Et malheureusement, l'information n'est nulle part. C'est-à-dire la taxe Alvadorin, la taxe à l'extraction, on ne sait pas si ce qu'ils reçoivent, c'est la taxe ou bien autre impôt, que ce soit la patente reversée, qui doit être reversée. Alors, c'est-à-dire qu'il y a, je résume, il y a un flou, c'est-à-dire que l'argent qui est collecté, les taxes qui sont collectées dans le cadre de l'exploitation de l'or, pour l'étude que vous avez faite, sont reversées dans des comptes où on retrouve d'autres taxes. Et finalement, on n'a pas une réelle traçabilité. Et les communautés riveraines qui normalement doivent avoir quelque chose n'ont finalement droit à rien. Mais l'autre question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que finalement on a l'impression qu'il y a une juste collecte de ce que les opérateurs font sur le terrain? Parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'entre les déclarations de production du gouvernement et les déclarations de vente au niveau international, notamment à Dubaï, il y a un gap de pratiquement fois 1000. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle en tant que société civile? Oui, en fait, la question, elle est pertinente parce que en réalité, nous nous sommes rendus compte que, en fait, le système fiscal au Cameroun donne libre cours malheureusement à ce genre de pratique, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui décide de dire combien est-ce qu'il a produit et à base de sa déclaration. Et on fait foi à ce qu'il déclare et il déclare ce qu'il veut. Et malheureusement, le système de contrôle ne permet pas de reconstituer le store réel de production de ces entreprises. Auquel cas, vraiment, je ne suis pas surpris de ce gap qui peut exister entre ce qui est l'importateur et l'exportation au niveau du Cameroun. Donc, ça ne me surprend pas. Donc, c'est une préoccupation qui est la nôtre. Nous avons tout simplement voulu, dans un premier temps, nous attaquer à un pan de cette question et les autres éléments, peut-être d'autres pans, notamment sur les questions de la déclaration de paiement des impôts au Cameroun. Nous y reviendrons pour voir si le Cameroun parvient à mobiliser suffisamment de ressources, à optimiser la mobilisation des ressources, à la gestion de ces industries extractives ou bien de la production pour son propre bénéfice. Ça, c'est une question. Okay. Et là, c'est absolument important parce que le Cameroun aujourd'hui a presque achevé son processus de décentralisation. On a ajouté aux municipalités les conseils régionaux qui auront aussi une responsabilité locale et donc des besoins en ressources locales. Et là, votre rapport note très bien que il y a des blocages au niveau de la mobilisation des ressources, il y a des gaps au niveau de la redistribution de ces ressources. Comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce que Publish What to Pay, quelles sont les recommandations de Publish What to Pay pour sortir de ce flou et de ce mécanisme qui instaure l'injustice sociale et l'injustice fiscale? À deux niveaux. Nous voulons dire que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle, en fait, dans la phase finale des décentralisations au Cameroun. Et les collectivités auront besoin de ressources importantes pour développer. Malheureusement, nous connaissons toute la pauvreté au niveau de ces collectivités territoriales, notamment celles qui abritent les industries extractives. En dépit de l'exploitation qui est faite au niveau local, les populations disent n'avoir jamais vu un centime, alors que ce sont elles qui payent les externalités des industries extractives. Nous pensons qu'il faut davantage mettre un accent sur la mobilisation des ressources. Il faut faire davantage d'analyses pour savoir si les populations bénéficient suffisamment des retombées. Il faut également s'assurer si, au niveau fiscal,
il y a une réelle redistribution, c'est-à-dire que par partage de ces ressources entre le producteur, c'est-à-dire l'entreprise qui produit, entre l'État central qui collecte et les collectivités territoriales décentralisées, enfin les populations riveraines qui paient le plus gros tribut de l'exploitation des ressources naturelles, notamment les ressources extractives. Nous avons fait des recommandations à l'endroit du ministère des Finances pour que davantage il y ait plus de traçabilité, autant en amont, c'est-à-dire au niveau de la direction des impôts, qu'en aval, au niveau de la direction du Trésor. Nous avons demandé qu'il y ait un compte spécifique sur les questions de la gestion des transferts infranationaux pour permettre vraiment une vraie traçabilité pour les collectivités territoriales décentralisées puissent savoir. Ce n'est pas seulement les collectivités, même le MINMID qui fait partie des structures gouvernementales qui doivent conduire la gestion de ce secteur-là ont des prélèvements qu'ils attendent du secteur du Trésor. Donc, c'est tout le monde qui, malheureusement, ne peut pas bénéficier. Nous avons fait des recommandations à l'endroit des collectivités territoriales qui semblent ne pas se préoccuper jusqu'alors sur les collectes de ces fonds. Nous avons malheureusement constaté auprès de ces collectivités qu'ils ne s'intéressent pas sur combien est-ce qu'on extrait, quelles sont les quantités qui sont extraites, parce qu'en fait, ça constitue la base de calcul de ce qui doivent leur être reversés. Tout simplement parce qu'elles estiment que ce n'est que l'État qui leur reverse quelque chose, dont elles n'ont pas besoin de faire un effort quelconque. Nous avons fait des recommandations à leur endroit. Nous avons fait également des recommandations à l'endroit de la société civile pour une grande mobilisation pour accompagner les populations. Parce que ces populations qui subissent les conséquences des industries extractives ne savent ce qu'elles sont se vouer parce que sont ballottées entre l'État, la commune, même le peu que les communes reçoivent ne leur reverse pas. On nous a fait comprendre au niveau de la commune que le peu qu'ils reçoivent est tellement insuffisant que la préoccupation vis-à-vis des communautés locales n'est pas encore parvenue à leur esprit de les accompagner. Donc vous comprenez que c'est une situation assez complexe que nous vivons dans la gestion des industries extractives, notamment les revenus issus des industries extractives. Une grosse bataille pour 2021. Merci beaucoup Bernard Ndokmo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire technique de la coalition Population Éthiopie au Cameroun. Une étude pionnière, une étude solide que forcément on va recommander à ceux qui nous suivent. Mais évidemment, la bataille pour la justice fiscale et l'équité fiscale sont encore un gros challenge dans notre pays. Avec tout ce que vous venez de dire, merci beaucoup et bonne année à vous et on espère que la justice fiscale sera pour 2021. C'est ce que nous espérons. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous avez prêtée. Nous souhaitons longue vie à votre émission. Voilà les deux grands sujets qui ont constitué ce premier podcast de 2021. Je rappelle que nous avons entamé cette année sous le prisme de la relance économique dans le monde, mais nous l'avons terminé avec la pandémie de coronavirus qui, au lieu de renforcer les allocations budgétaires pour les services de santé, se sont traduites par plus de budget encore à l'économie, disait-on, mais davantage au marché. D'ailleurs, les marchés ont été les grands gagnants de la Covid avec des hausses exponentielle sur certaines bourses du monde. Nous allons revenir sur les questions de justice fiscale lors d'une prochaine édition, notamment l'état de la justice fiscale dans le monde et surtout en Afrique. D'ici là, portez-vous bien, continuez de respecter les mesures barrières parce que le Covid version 2, version 3 est en train de se déployer partout dans le monde et que les restrictions budgétaires vont encore être à surveiller. En attendant, vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast imposocial.lipsyn.com, Lipsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page de YouTube www.impôt et justice sociale ou aller sur l'application Stitcher et chercher Impôt et justice sociale. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, allez sur notre page Twitter
#impôt social ou notre page Facebook Impôt et Justice Sociale. Et n'hésitez pas à interagir avec nous. Écrivez-nous à l'adresse impôt-social@outlook.fr. Au revoir et à la prochaine édition.